Au Nord Kivu, des violents combats opposent depuis la matinée de ce lundi les rebelles du M23 aux combattants VDP Wazalendo autour de l'agglomération de Kaïra. C'est dans la chefferie de Bachali en territoire de Massissi. Ils auraient délogé dans la matinée les combattants de l'Alliance des nationalistes congolais pour la défense des droits humains de Jean-Marie Bonané sur la colline Bouhimba. Ces forces redoutent l'intention de ces rebelles soutenus par le Rwanda de vouloir avancer vers le chef-lieu du territoire de Massissi. La progression des rebelles intervient malgré le cessez-le-feu décrété dans le cadre du processus de Luanda. John Chibobo. C'est vers 3 heures du matin hier dimanche que les rebelles du M23, appuyés par l'armée rwandaise, ont investi la localité de Kamandi Jité. Lourdement armés, ils ont attaqué simultanément toutes les positions des combattants Wazalendo qui jadis contrôlaient cette zone. Selon les sources concordantes dans les territoires de Lubero, la prise de la cité stratégique de Kamandi Jité offre plusieurs opportunités aux rebelles d'avoir accès à toute la partie du sud du territoire de Lubero et surtout toute la côte du sud-ouest du lac Edouard, qui fait jonction avec le territoire des Rutshuru. Les Wazalendo, renchérissent le même source, seraient repliés dans les collines périphériques des Kamandi Jité. Depuis ce lundi matin, des violents combats opposent le M23 aux combattants Wazalendo autour de l'agglomération des Kaïra, dans la chefferie de Bachili, dans les territoires de Massissi. Pendant ces temps, le processus de Luanda se poursuit. Les experts congolais et rwandais se sont réunis le 31 octobre dernier à Luanda, sous l'égide des médiateurs angolais pour tenter de faire avancer le processus de paix. Les deux parties ont adopté par consensus un document du plan de neutralisation des FDLR et le retrait des forces en attendant la validation lors de la prochaine rencontre des ministres des Affaires étrangères des deux pays le 16 novembre à Luanda. Merci John Chibobo, Achille Kepanga. Je rappelle que vous êtes avocat et analyste indépendant, expert dans les domaines de la sécurité. Les cessez-le-feu de Luanda violés par le M23. Entre-temps, ce groupe armé est en train de gagner du terrain dans le Nord Kivu. Ce matin, on a appris qu'il y a eu des affrontements entre ces rebelles et les Wazalendo. Comment on peut expliquer cette situation? Bon, au fait, moi je pense que quand on doit parler sur le fait, c'est beaucoup plus théorique que pratique. C'est sur les papiers, c'est sur les lèvres, c'est des réseaux sociaux, alors que sur le terrain, on vit autre chose. Moi, je suis en train de me poser une question. La RDC vient à peine des élections. Elle vient de mettre à place les institutions. On a déjà le Parlement, on a le gouvernement. Or, le peuple ne s'attendait qu'à ça. Qu'une fois les institutions seront mises à place, il y aura quand même un changement. Malheureusement et curieusement, on semble vivre la même situation qui semble aller du mal au pire. C'est ce que nous semblons un peu constater. Et de deux, quand on vous suit, vous parlez des affrontements entre Wazalendo et le M23 et consorts. Vous ne parlez plus des FARDC. Alors moi, je me pose la question, où sont les FARDC? Quand il y a affrontement, on ne doit parler qu'uniquement que de Wazalendo. Les FARDC respectent le cessez-le-feu de Luanda. Au fait, alors, c'est là où ça tique un peu, puisque quand le M23 attaque, il tue la population. Or, notre armée est là pour défendre la population. Est-ce que pour besoin de respecter le cessez-le-feu, on doit sacrifier la population? On doit laisser l'ennemi conquérir de village à village? C'est ça la question qu'il faut se poser aussi, madame. Donc, il y a vraiment certaines questions profondes qu'il faut se poser. De un, et de deux plutôt. Quand on doit chercher à parler de Luanda, je me suis dit une chose. Chez nous, qu'est-ce qui ne marche pas? Vous êtes en train d'évoluer avec une situation, mais du coup, vous apprenez que le chef de l'État a révoqué la personne qui était chargée du suivi. La personne qui viendra récupérer la situation, sera-t-elle au même diapason de la situation telle qu'elle avait déjà évolué, ou bien elle va encore apprendre? Parce que les négociations ont pris beaucoup de temps à Luanda. Et la personne qui en avait déjà l'expérience, l'expertise, a été révoquée, a été virée. Alors, la nouvelle personne qu'on a nommée,
Elle doit encore apprendre comment ça doit se passer, comment ça se fera. Est-ce qu'elle sera vraiment à la hauteur de toute la situation? Ce sont des questions profondes qu'il faut se poser. Donc cette instabilité aussi joue beaucoup sur des situations qui ne sont pas régulières dans notre pays. Et ma quatrième observation irait dans ce sens ici. Pourquoi notre pays doit toujours faire l'objet de gestion par des situations des décisions qui sont venues de l'extérieur? Donc la RDC en elle-même n'est pas capable de s'imposer. Vous partez de Sun City, on va vous amener, je ne sais pas, à Nairobi, tantôt on va vous amener à Kampala, on va vous amener à Luanda aujourd'hui. Mais la RDC, pourquoi tout cela? Seulement en RDC où les questions profondes de la République doivent être traitées à l'extérieur du pays. Donc chez nous, on n'est pas vraiment à mesure de nous organiser pour dire non, non, cette fois-ci, on met fait à ceci. Donc, autant de questions qui font un peu mal. Pour dire quoi? Vous avez parlé de Kamandi qui est pris, Walikale, où on avance et qu'on sort. Mais nous disons que c'est un peu trop. Le chef de l'État était dernièrement à Kampala. Il a rencontré le président Museveni. Ils ont échangé avec lui. Mais rappelez-vous, madame, quelques jours après, c'est monsieur le président Museveni qui recevait certains journalistes étrangers qui lui ont posé certaines questions par rapport au M23. Sa réponse était claire. Les M23 ne veulent pas venir partager le pouvoir en RDC. Ils veulent juste rentrer chez eux. Mais moi, je me pose une question. Où sont-ils pour qu'ils viennent encore en RDC? Où est Nanga et son équipe? Ils sont en RDC, non? Alors quand on dit qu'ils veulent rentrer chez eux, c'est où? Et ils sont où? Ils sont en train de progresser. Mais c'est un peu complexe là. C'est flou, quoi. C'est ce que je me dis. La situation est floue. Donc on vous dit que ces gens ne veulent pas autre chose que rentrer chez eux. Entre-temps, ils sont chez eux, mais ils sont en train de progresser. Ce sont des points d'interrogation. Alors, les politiciens... Entre-temps, il y a Luanda, le processus de Luanda qui se poursuit. À un moment, ça bloque, à un moment, ça se débloque. Luanda, c'est sur des papiers et dans les réseaux sociaux, madame. Là, vraiment, il faut que je vous le dise. Il ne faut rien attendre de Luanda, selon vous? Depuis que ça a commencé, on est où? Et la personne, comme je vous ai dit, le chef de l'État lui-même a été au-dessus de certaines attitudes. Il a révoqué la personne qui est son envoi spécial de cette question-là a été révoqué. Mais nous, en tant qu'analystes, en tant que notables de la région Nord Kivu, nous devons nous poser mille et une questions. Et là, on doit répartir même des Bisselel. Comment Bisselel, qui était aussi la voix spéciale du chef de l'État dans beaucoup de questions, comment il est parti? Les seconds, la même chose. Alors, le troisième sera qui? Ce sera comment? Et entre-temps, on sera en train d'aller où? Voilà des questions profondes que nous devons nous poser. Donc, brièvement, je pense qu'il faut beaucoup réfléchir et surtout être sérieux et nous dire que non, la question nous concerne, nous, Congolais. Compter beaucoup plus sur l'extérieur, c'est perdre l'État. Luanda... Vous remettez en question les négociations de Luanda? Elles n'ont pas commencé aujourd'hui. Elles n'ont pas commencé aujourd'hui. On peut mieux dire que le Sun City, ça a évolué, ça a abouti. Il y a 1+4, les gens ont commencé quand même à vivre. Mais aujourd'hui, mais il y a quand même des avancées, parce que déjà les deux pays ont convenu d'un plan de désengagement des forces et des neutralisations des FDLR. C'est vrai qu'on attend la validation des ministres, la validation par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Madame, est-ce que vraiment Kagame, il est étranger pour nous les Congolais? Depuis qu'il a fait partir Mobutu, il a fait tuer le président Laurent Désiré Kabila, et là où nous sommes aujourd'hui. Donc nous pouvons toujours continuer vraiment à croire à Kagame, à moins qu'on soit distrait. On peut croire quoi à Kagame, qui vous donne la parole avec la main gauche et la main droite est en train de tuer? C'est connu. Donc il n'y a pas moyen. Il faut que nous puissions réfléchir, nous dire non, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre à pied par rapport à ça. Et là, j'avais insisté une seule chose, madame, c'est par là que je vais conclure ma première observation. J'avais dit que la question de notre pays a trois dimensions. C'est pour cette question sécuritaire. Il y a les dimensions internationales, les dimensions régionales et sous-régionales et les dimensions nationales ou bien internes. J'ai toujours répété, notre pays, sur le plan international, comment on nous considère, nous, les Congolais? Quand on voit un politicien congolais, on voit un citoyen congolais, on le prend pour qui? Ce sont eux qui décident sur le sort du monde. Imaginez même la trêve qu'on est en train de vivre aujourd'hui à Kanyabayonga et Lubero là-bas. Ce sont les États-Unis qui nous l'avaient imposé. Donc il faut croire qu'il y a des États qui imposent leurs mots sur ce monde. Entre-temps, je suis en train de citer les États-Unis. Maintenant, les États-Unis là, nous Congolais, comment ils nous considèrent? Est-ce que nous sommes vraiment des personnes sur qui les États-Unis peuvent compter pour faire quoi? Et d'autres États européens? C'est un partenaire, un pays partenaire qui propose, qui apporte sa contribution pour le retour de la paix. En RDC, vous ne voyez pas ça sous cet angle? Madame, si j'ai fait beaucoup dur, on nous a amené la munition qui a fait plus de 20 ans.
c'est pareil. C'est presque le même jeu. La MONUSCO a fait plus de 20 ans avec tout ce qu'elle avait comme arsenal et consorts. Est-ce qu'elle n'a pas été imposée? Non. Voilà pourquoi nous devons réfléchir. Et si je dois maintenant partir de l'aspect régional et sous-régional, les pays africains, on a eu les militaires de l'EAC, le militaire de... Beaucoup sont venus. Même le chef d'État a dit qu'ils allaient entrer par Bunagana. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, sur le plan national et interne, nous sommes où? Quand ce sont nos propres militaires qui doivent peut-être livrer les armes à l'ennemi, qui doivent vendre les armes, les plans de guerre à l'ennemi. Bon, devant tout ça, vous voyez, le peuple congolais est où? Or, on a de nouvelles institutions qui viennent d'être mises en place. Les institutions qui faisaient l'espoir du peuple congolais, malheureusement, l'espoir est en train de s'envoler, madame. Merci, Maître Achille Kapanga. Professeur Martin Ziakwa, où est-ce que vous êtes en ligne? Je suis en ligne, madame. Alors, je rappelle que vous êtes docteur en relations internationales et professeur d'université. Vous êtes chercheur sur les dynamiques sécuritaires dans l'Est de la RDC, auteur de l'ouvrage Accord cadre d'Addis Abeba, portée et incidence sur la RDC. Les rebelles progressent malgré le cessez-le-feu décrété, je voulais dire, dans les cadres du processus de Luanda. Professeur, comment vous analysez, ou quelle analyse faire de ce processus de Luanda dans un contexte caractérisé par l'avancée du M23 sur le terrain? Alors, 2 ans après le lancement de ces processus, il y allait de constater qu'il est poussif. Et on peut, à juste titre, s'interroger sur la capacité du facilitateur de faire réellement avancer ces processus. Puisque les dynamiques, certes, sont internes, régionales, mais il y a également des pesanteurs au niveau international qui devraient être prises en compte, y compris dans l'analyse. Et donc, je suis tenté de penser que la prochaine réunion ministérielle qui devrait se pencher sur les conclusions de la réunion des experts axées notamment sur les contours du concept des opérations. Cette réunion sera décisive, mais en même temps, je ne suis pas assez optimiste sur la suite du processus pour 2 raisons. Premièrement, il n'y a pas de convergence géopolitique entre la RDC et le Rwanda sur la problématique des FDLR. Puisque pour la RDC, les FDLR ne constituent plus une menace sérieuse du point de vue tactique, étant donné que aujourd'hui, 30 ans après le génocide de 1994, ceux que l'on pourrait considérer comme étant des FDLR sont pour la plupart morts ou ont pris de l'âge pour combattre sérieusement le Rwanda. Et donc, de ce point de vue, quand on suit le narratif de la RDC, les FDLR ne sont plus véritablement une menace du point de vue tactique. Tandis que pour le Rwanda, les FDLR sont non seulement une menace tactique, mais aussi une menace stratégique, étant donné que dans le narratif rwandais, les FDLR ne renvoient pas seulement à ceux qui ont combattu les génocidaires de 1994, mais il s'agit également de leurs descendants occupant des pans entiers dans l'est de la RDC, aussi bien au nord Kivu qu'au sud Kivu. Et ces descendants seraient formatés à l'idéologie génocidaire, seraient armés et donc équipés pour constituer véritablement une menace sur la sécurité du régime au Rwanda. Cette divergence géopolitique sur la notion des FDLR ne permet pas à ce stade de voir comment est-ce que les partis pourraient se mettre d'accord. Alors, passer à une convergence opérationnelle, alors qu'il n'y a pas eu de convergence géopolitique, je pense que c'est plutôt renverser la tendance. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est sur les dynamiques, étant donné que les 2 parties s'accusent de blocage sur des questions non de moindre. Lorsqu'on a suivi la ministre des Affaires étrangères au Conseil de sécurité, elle a soulevé 3 éléments et aussitôt le Rwanda y a rétorqué. Alors la question est de savoir, est-ce que les 2 parties sont déjà parvenues à lever réciproquement ce que chacune considère être un blocage posé par l'autre? Au niveau communicationnel, il n'y a pas encore d'éclaircissement à ces propos. Alors,
Alors, professeur, il n'y a pas encore d'éclaircissement à ce propos. Est-ce que vous êtes d'avis, vous pensez comme Maître Achille Kapanga qui estime que Luanda, c'est théorique, il faut même pas compter sur ce processus. Est-ce qu'il faut arrêter, mettre fin à ce processus de Luanda? Vous l'avez dit, hein, ça fait 2 ans depuis le lancement du processus. Toujours pas des résultats concrets pour amener la paix dans l'Est de la RDC. Doit-on poursuivre ou arrêter, mettre fin à ce processus? Il faut peut-être s'interroger sur l'alternative à ces processus de Luanda aujourd'hui. Force est de constater qu'il n'y en a pas encore. Et donc, s'il n'y en a pas, ça signifie qu'il y aurait plus ou moins une convergence au niveau régional et international sur la pertinence de ces processus, quoique s'avérant poussif. Mais en même temps, il y a lieu de constater que ce passé de ce processus de Luanda, alors qu'il n'y a pas d'alternative, et en réalité consacrer la reprise des hostilités. Et sur ces terrains, vous constaterez que ça ne ferait qu'empirer la situation, probablement en défaveur de la RDC et surtout causant de millions de déplacés internes et donc faisant peser un lourd tribut aux populations. Et donc si nous constatons que la réalité du terrain ne favoriserait pas de se passer du processus de Luanda, il y a lieu de réfléchir sur ce qui pourrait tant soit peu faire avancer ces processus. Alors aujourd'hui sur le terrain, ce sont les Wazalendo et les M23 appuyés par le FDR, l'armée rwandaise qui s'affrontent sur le terrain. Les FARDC sont absentes, les forces de la RDC sont absentes sur les terrains. Pourquoi, selon vous, le Rwanda ne respecte pas cet accord de cessez-le-feu et du côté de la RDC, on doit le respecter? Ah non, je ne pense pas que l'armée congolaise est absente. Non, non, pas du tout. Il suffit de se référer au compte rendu de la dernière réunion du Conseil des ministres pour s'en rendre compte, puisque dans ces comptes rendus, il a été notamment fait mention des efforts déployés par les FARDC pour repousser les M23 progressant notamment dans le territoire des Walikale. Donc je pense que c'est une contre-vérité qu'il faudrait très vite corriger. Alors s'agissant de... Allez-y, professeur. Oui. S'agissant des Wazalendo, je voudrais que nous puissions rester sur les cadres définis, à savoir le processus de Luanda d'une part et le processus de Nairobi d'autre part. Quelle est la différence? Le processus de Nairobi n'existe presque plus parce qu'on ne parle même plus Nairobi. On a l'impression que c'est mort. Ce n'est pas parce qu'on ne parle plus du processus de Nairobi qui n'existait plus, mais c'est justement parce que le processus de Nairobi est, je dirais, condamné à la léthargie, que le processus de Luanda également connaît aujourd'hui des difficultés. De quoi s'agit-il, madame? Le processus de Luanda, le processus de Nairobi, voulais-je dire, entamé en avril 2022, consiste pour la RDC à négocier avec, pas négocier, à mener des consultations auprès de groupes armés locaux en vue de les inscrire dans le processus de désarmement, démobilisation en vue de leur réinsertion. Et ceux qui veulent intégrer l'armée, ils vont se soumettre à des critères légaux. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, c'est de contraindre les groupes armés étrangers de se rendre et d'être rapatriés dans leur pays d'origine. L'allusion est notamment faite à des groupes armés burundais, rwandais et ougandais. Alors, justement, ce processus de Nairobi
n'étant plus opérationnel, alors qu'il devrait prendre en charge, entre autres, la problématique des FDLR, il se fait donc que depuis le 30 avril, à l'initiative de la France d'ailleurs, le facilitateur a inscrit dans le processus de Luanda, qui lui met l'accent uniquement sur le M23 dans un cadre de dialogue direct entre la RDC et le Rwanda, en mettant donc en intégrant dans ces processus la problématique des FDLR, on a rendu caduc le processus de Nairobi et on a compliqué le processus de Luanda, puisqu'en ce moment-là, il est difficile de processus de Luanda soit devenu poussif, et ce qui explique que la solution pour faire avancer le processus de Luanda. On va lire quelques réactions des internautes qui sont très nombreux à nous envoyer leurs réactions, leurs avis par rapport au thème de ce soir. Onikar Banza, depuis Likasi dans la province du Haut-Katanga, par rapport à la situation sécuritaire de l'Est de notre pays, il faut savoir que le cessez-le-feu concerne le processus de Luanda, alors que celui-ci, c'est-à-dire le processus de Luanda, ne concerne pas le M23 AFC. Donc, mieux vaut le processus de Nairobi qui met les Congolais autour d'une table au lieu du processus de Luanda. C'est Henri Karbanza qui envoie cette réaction depuis Likasi dans la province du Haut-Katanga. Gaspard Chizaka Chossi, je profite de cette occasion pour dire aux autorités que le Congo n'est pas Kinshasa seulement, tel qu'elle le pense, voilà. Il y a tellement de réactions qui arrivent au même moment, difficile de toutes les lire. Henri Pacifique Mayala, je rappelle que vous êtes coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu. Votre lecture à vous par rapport au processus de Luanda dans ce contexte caractérisé par l'avancée des rebelles du M23 sur les terrains, les M23 qui, ce matin, on a appris qu'il y a eu des affrontements avec des Wazalendo. Déjà, la journée de dimanche 3 novembre, c'est la localité des Kamandi-JT qui est tombée entre les mains de ces rebelles du M23. Votre lecture? Merci beaucoup, Madame Kelly. D'entrée des jeux, je pense que, si je me souviens bien, c'était encore autour de ce même cadre qu'en février 2024, j'exprimais déjà mon sentiment de pessimisme quant au processus de Luanda. Et à ce stade où nous sommes, la multiplication des violations que nous sommes en train d'observer à l'égard du cessez-le-feu en vigueur, mais aussi les gains territoriaux du M23 continuent à encore délégitimer davantage le processus de Luanda. Dans l'entretemps, entre les conciliations contraintes internes de la RDC et les exigences auxquelles nous faisons face ou auxquelles nous devons répondre face à la communauté internationale, il nous faut recentrer notre stratégie et repenser notre approche. Cela étant, je suis en train de me dire que nous sommes en train d'intégrer une dimension des absolus où peut-être la diplomatie nous montre ses limites et que l'on devrait beaucoup plus se pencher vers une approche qui analyse les puissances, qui analyse les rapports de force en place. C'est dommage, mais il faudrait que l'on se rende à l'évidence que si nous continuons en tant que Congolais sur cette lancée, le plus fort en force, la solution sera toujours beaucoup plus proche de ces réclamations que de la partie qui semble être faible. Et là, peut-être pour apporter un peu de réflexion, un peu plus de réflexion à la réponse du prof Martin en parlant d'alternative à
au dialogue, je vais dire au processus de Luanda. Nous avons recouru au niveau régional aux forces de l'EAC et qui n'ont pas été efficaces, en tout cas, n'ont pas rencontré les aspirations du gouvernement. Le président Félix qui mettait beaucoup plus en avant les approches militaires combinées avec la diplomatie. Et moi, je m'inscris dans maintenant présent et nous avons une issue que diplomatiquement on peut exploiter tout en le combinant avec une approche militaire. Je parle ici de la résolution 2476, si j'ai bonne mémoire, qui pourrait être le cheval de bataille à ce stade pour la République démocratique du Congo. On a eu la MONUSCO au résultat mitigé. On peut aujourd'hui établir une évaluation qui peut se justifier selon quand on se trouve du côté MONUSCO ou du côté du gouvernement. Mais ici, je pense que nous avons eu des résultats en 2013 où il y a eu une diplomatie combinée à une évaluation de rapport de force sur le terrain et le M23 a été défait. Aujourd'hui, nous avons ces forces-là présentes ici sur place et je pense qu'il ne faudrait pas perdre encore beaucoup plus de temps dans les négociations que vraisemblablement une des parties au conflit semble ne pas respecter. Voilà un peu ma première lecture et je pense que si nous pouvons y aller de cette façon-là, il y a peut-être lieu d'espérer un certain renversement de rapport en force. Alors, Henri Pacifique, il y a cet internaute, Christophe Touichime, qui dit ceci, le processus de Luanda concerne le Rwanda, plutôt le processus de Luanda, je voulais dire, concerne le Rwanda et la RDC, alors que les localités sont en train de tomber aux mains du M23. Il pense qu'il y a comme une sorte de confusion. Il pense qu'il faudra réactiver plutôt le processus de Nairobi pour que les Congolais se mettent ensemble autour d'une table et trouver des solutions. Je ne suis pas très en accord avec l'auditeur, comme le disait Maître Achille au début. Je pense qu'entre Congolais, il y a lieu qu'on s'organise et on se parle entre frères. S'il faudrait avoir à appeler un médiateur, un facilitateur, que ça se passe selon certaines règles. Au Congo, il y a plus de 200 ethnies, il y a plus minoritaire que la communauté Tutsi, et toutes ces communautés n'ont pas toujours recours aux armes pour faire prévaloir leurs droits. Certes, il faudrait se pencher aussi sur les discours de haine qui créent division entre les communautés, mais en arriver à prendre les armes et demander à ce qu'un État souverain aille sur une table avec un acteur irrégulier, je trouve que ça ne serait pas légitime pour le gouvernement congolais. Le cadre de Nairobi, certes, pouvait aboutir à certains résultats, mais si le gouvernement congolais, après que le rapport commissionné par les Nations Unies ait prouvé noir sur blanc que le Rwanda soutenait le M23 et que la République démocratique du Congo, en tout cas le gouvernement congolais, estime qu'il ne pourrait pas s'asseoir sur une table avec le M23, je ne pense pas que ça soit un péché de leur part. Le Rwanda est derrière le M23. Nous avons vu la communauté internationale agir en 2013 en imposant de fortes sanctions sur le Rwanda. Ça n'a pas assez changé. Nous attendons à ce que les responsabilités soient prises de part et d'autre. Le Rwanda est le responsable primaire, ça a été documenté noir sur blanc. Il faudrait que les actions soient prises.
et que on ramène la paix aux populations qui continuent de souffrir. Alors, on va ouvrir à présent notre standard pour donner aussi la parole à ces nombreuses auditrices, auditeurs qui nous suivent partout à travers la RDC. On va se rendre à Uvira, dans la province du Sud Kivu, pour écouter cet auditeur. C'est Maître Samuel Assaba depuis la ville d'Uvira au Sud Kivu. L'option militaire a montré ses limites face à cette guerre qui extermine les paisibles citoyens à l'est de la République démocratique du Congo. Que le gouvernement congolais use d'autres voies de résolution pacifique des conflits face à cette guerre. Les forces des FDLR n'existent que de nom, car c'est depuis 1994 qu'ils sont entrés en République démocratique du Congo. Et dire aujourd'hui, ils ne constituent plus une menace. C'est pour autant dire que ces combattants seraient déjà dans un état d'amortissement. Face à ce plan de désengagement et de neutralisation de ces forces FDLR, il s'agit tout simplement d'un alibi qu'a toujours avancé le gouvernement de Kigali pour faire entrer officiellement ces militaires en République démocratique du Congo, continuer d'espionner les systèmes de défense de la République démocratique du Congo. Que le gouvernement congolais soit très prudent quant à ça. Maître Achille, que pensez-vous du point de vue de Samuel qui nous a appelé depuis Uvira? Bon, au fait, je pense que le co-débatteur OMP interagit et ce que je peux retenir, c'est que tout le monde ne cherche que la paix. Moi, j'ai toujours dit que ce qui doit être au centre de tout ce que nous faisons, c'est le peuple congolais. Madame, quand vous voyez les reportages qui viennent du terrain, vous voyez la situation des gens qui vivent dans des camps, comment les gens meurent, comment les gens souffrent. Mais vous dites finalement, quel est le mal qu'ont commis ces innocents ici? Donc, les gens qui vivent la misère qu'on leur impose, qu'ont-ils fait? Et c'est là où je suis en train d'attirer l'attention du gouvernement. Puisque quand nous devons chercher en pensant qu'on doit dorloter l'ennemi, lui en profite. L'ennemi en profite. Puisqu'ils ont Bunagana. J'ai toujours suivi les réactions des Gilets Palou, même de notre président de la République. Ils disent que non, ces gens-là cherchent la richesse de notre pays. Ils visent les minéraux. Aujourd'hui, soit à Rubaya, j'ai suivi, ils ont plus de $300 000 par mois, qui sont récoltés par-ci, par-là. Et tout cela, nous, on dit qu'on attend seulement les négociations. Ce n'est pas mal. Parce qu'on a toujours dit que non, les Rwandais, la RDC ne combat pas seulement contre le Rwanda. Il y a plusieurs organisations internationales qui sont derrière le Rwanda. Et j'ai toujours demandé à notre gouvernement, nous avons des députés parlementaires. Pourquoi, quand il y a vacances parlementaires, ils ne peuvent pas prendre l'initiative d'aller rencontrer ces institutions internationales pour discuter un peu avec eux et leur dire, mais finalement, Kagame vous donne quoi que nous ne pouvons pas vous donner? Quand nous devons nous limiter seulement à penser que les grands politiciens qui sont les députés nationaux de notre pays, quand il faut aller en vacances, il faut aller tromper la population avec du sel, du savon, des tôles, alors que la même population souffre, on se trompe. Il faut prendre des initiatives qui vont au-delà de ça. Mais la diplomatie parlementaire a commencé déjà. Le président Kamere l'avait annoncé. Madame, nous avons besoin de résultats. C'est ce qui nous intéresse beaucoup plus. Vous savez, quand vous voulez jouer avec M. Kagame, il faut savoir que vous jouez en même temps avec M. Museveni. Parce qu'ils sont un. Et ça s'explique de la manière d'où vous voyez, de l'autre côté de la partie appelée communément Petit Nord, l'Ouganda est présent. Alors que dans la partie Petit Sud, là nous sommes avec l'Ouganda, les IPDF qui sont à côté des FARDC. Donc ces doubles jets-là sont des jets qui sont profonds et qu'il faut réussir à comprendre. Alors, quand l'ami d'Ouvira a insisté sur le fait que les FDLR sont des alibis, c'est vrai. Aujourd'hui, je peux dire une chose. On disait que les FDLR étaient à Rutshuru. Cette fois-ci, le M23 est à Rutshuru avec M. Kagame. Ils ont réussi à neutraliser combien de FDLR? Acceptons que le M23 ou bien Kagame vient chercher les FDLR dans notre pays. Cette fois-ci, ils ont Rutshuru. Et ils ont toujours dit que les FDLR sont à Rutshuru. Ils ont réussi à neutraliser combien? Voilà pourquoi nous disons que ce sont des alibis qui ne valent pas la peine. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'il faut d'abord encourager notre gouvernement à aller
loin de là où nous sommes aujourd'hui. Et de chercher à comprendre profondément la question sans y aller avec des petits intérêts. C'est ça aussi qui nous dit, madame. Une question d'intérêt national, on vous la confie, mais vous voyez d'abord vos intérêts privés. Ça bloque. On vous envoie une mission importante pour la RDC, mais vous vous posez la question, qu'est-ce que je vais gagner dans ça? Alors, quand vous voyez déjà vos intérêts privés au départ, et une fois vos intérêts privés ne sont pas satisfaits, tout est à moule. Merci, et c'est ça le danger que nous avons, madame. Kapanga. On va écouter cet autre auditeur qui nous appelle depuis Kisangani, dans la province de la Chopo. Rémi Lokonga depuis Kisangani, dans la province de la Chopo. Le non-respect du cessez-le-feu dans le cadre du processus de paix de Luanda par les rebelles du M23 est, à mon avis, une stratégie du Rwanda en fait de paraître en position de force dans ces pourparlers en vertu du principe de négociation qui stipule que ne négocie pas qui veut, mais qui peut. Une façon pour lui de montrer sa capacité à gagner des terrains dans les combats pour faire passer son point de vue. Il s'agit en outre d'une diplomatie canonnière ou de contraintes tendant à pousser la RDC à accepter ses revendications, considérant l'armée comme un des instruments d'expression des politiques étrangères comme enseignent les relations internationales. L'État congolais devrait comprendre cela pour accentuer la pression militaire afin que les rapports de force soient équilibrés dans ces négociations. Tant que le Rwanda va continuer à se montrer supérieur à la RDC sur les champs de bataille, il ne respectera pas ces différences et c'est le fait, quels qu'en soient les initiateurs. Martin Ziakwao. Merci madame. Je voudrais peut-être dire ici que la paix n'est pas un concept neutre. Ce que nous considérons comme étant la paix n'est pas forcément ce que le Rwanda a comme idée de paix. Si le Rwanda considère qu'il y a des raisons structurelles pour lesquelles il doit maintenir sa présence militaire dans le territoire, sur le territoire congolais, nous condamnons cela. Mais il faudrait également que dans la stratégie, nous ne puissions pas minimiser la perception de ce problème par le Rwanda. Tenez madame, il y a plusieurs initiatives nationales sur ce problème de l'Est focalisées sur le Nord Kivu. Nous avons les opérations Shuja avec l'Ouganda, nous avons les opérations avec l'armée burundaise, nous avons le PDDRCS, nous avons l'état des sièges, nous avons même la présence de la MONUSCO, nous avions eu la présence de la force régionale de l'East Africa Community, nous avons la présence de la force régionale de la SADC. Il y a plusieurs initiatives nationales, régionales, concourant, n'est-ce pas, vers un même objectif et focalisées sur le Nord Kivu, mais malheureusement, le résultat n'est pas au rendez-vous. Ça signifie que quelque part, il n'y a pas d'architecture clairement construite pour bâtir la paix, au-delà des mots, pour y donner un contenu et ressortir une stratégie pour construire cette paix en se projetant sur les 25 prochaines années, de manière à développer de la cohérence aussi bien au niveau de la conception que de la stratégie et au niveau de la tactique. Ça, ce n'est pas si difficile. Je pense qu'il y a besoin de fédérer les intelligences pour qu'on y arrive. Tenez madame, il n'y a pas de programme de paix pour l'Est de la RDC jusqu'à ce jour. Je parle en qualité d'expert, je sais de quoi il s'agit. Il n'y a pas de programme de paix. Ça signifie que nous voulons une chose, nous devons trouver normal que les autres ne veulent pas qu'on y arrive et nous devons normaliser ce regard de mauvaiseté de manière à transcender les émotions, faire intervenir les intelligences pour que nous puissions nous rapprocher du résultat escompté. Au cas contraire, nous allons rester sur les jérémiades, la situation va nous échapper et nous nous rendrons simplement compte que nous sommes en train de marcher à reculons. Alors, professeur, vous dites qu'il n'y a pas de programme de paix pour la RDC, mais toutes ces initiatives servent à quoi finalement? Ah mais c'est ça le problème. Ça signifie qu'il y a des initiatives dans des chevauchements, y compris entre les structures, ne faisant pas avancer le processus. Je vous donne un exemple de manière concrète. Nous avons le PDDRCS.
C'est pour désarmer, démobiliser et faciliter la réinsertion communautaire des combattants. Mais vous comprendrez que pour que le PDDRCS puisse fonctionner, il faut qu'il y ait des moyens. Le PDDRCS n'a pas de moyens. Ça signifie que même les combattants qui veulent, il y en a eu plusieurs milliers qui sont retournés dans leur maquis d'antan, simplement parce que la prise en charge n'était pas au rendez-vous. Mais lorsqu'ils se rendent, nous les prenons en charge, qu'est-ce qui devrait suivre? Tout cela, il faut qu'il y ait de la traçabilité pour nous permettre de bâtir la paix. Il y a des initiatives, il y a des structures, mais qui ne travaillent pas en synergie, puisque fondamentalement, il n'y a pas de programme de paix, il n'y a pas de programme de pacification et de stabilisation de l'Est de la RDC. C'est le gouvernement qui doit mettre en place ce programme. Ça relève d'abord de la responsabilité du pouvoir exécutif, je veux ici dire le président de la République et le gouvernement. Il y a des structures, et ça pose aussi problème, il y a des structures qui relèvent de la présidence de la République, censées travailler avec le gouvernement, mais il y a des conflits qu'on ne sait pas expliquer quand on se hisse au niveau de l'intérêt national, mais on peut comprendre lorsque on tient compte des considérations liées au ventre, et c'est ce qui malheureusement nous retarde et nous tire plutôt vers le bas. Et donc ici, s'il y a un plaidoyer que je peux faire, c'est de plaider pour qu'il y ait un programme, qu'on élabore un programme. Il existe plusieurs projets. Il faut qu'on arrive à fédérer les intelligences pour construire un programme de pacification et de stabilisation de l'Est de la RDC. On va prendre le dernier auditeur qui nous appelle de Kinshasa. Dieudonné Chilombo de Kinshasa. La situation en RDC n'attire pas toujours l'attention internationale qu'elle mérite. Malgré les conséquences humanitaires dévastatrices, l'aide internationale se concentre souvent sur des urgences plus médiatisées ailleurs. Cela limite des pressions extérieures qui pourraient inciter les États voisins à cesser toute aide aux groupes armés. Henri Pacifique Mayala, votre réaction, petite réaction. Oui. Ça fait mal, mais la communauté internationale, parfois, elle peut aussi se présenter comme cette cour de récréation où le superviseur s'est absenté. Et ce n'est pas à nous de continuer éternellement à crier. Nous sommes dans un contexte de mondialisation. C'est à nous plutôt de fournir des efforts, fédérer les intelligences, comme le disait tantôt le prof, pour en arriver là, nous mettre autour de la table et imposer notre place sur cette table-là. Et peut-être aussi rebondir sur la réaction de l'auditeur de tout à l'heure. Notre diplomatie a aussi besoin d'être repensée, continuer éternellement à privilégier les dialogues et de ne pas voir dans la force ou l'application de la force un instrument légitime de notre politique étrangère, mais va continuer à profiter à la personne qui ne détient pas cette pudeur. Nous avons 9 voisins qui ne sont pas toujours bienveillants à notre égard. Il faudrait en tirer les conséquences à un certain moment, éviter d'éparpiller nos ressources et se concentrer sur le plus essentiel. Pourquoi avoir des mercenaires et instructeurs roumains et autre chose alors que nos militaires ne sont pas nourris? Le social du militaire, ça serait un début, par exemple, comme je l'ai toujours dit. Donc, je pense que nous avons nos solutions à portée de main. Il y a cette mauvaise volonté, il y a cette cupidité et l'égoïsme qui caractérisent nos dirigeants, comme le disait tantôt Maître Martin. Et tout cela, il nous faut réfléchir, il nous faut nous mettre ensemble en tant que Congolais pour revoir notre approche dans la gestion de notre pays. Alors, il y a cet auditeur, Jado Igilima, qui dit ceci. Je me demande, et je n'ai pas cessé de me demander en quoi le cessez-le-feu décrété dans le cadre du processus de paix de Luanda engage le M23 et les Wazalendo. Les uns sont une rébellion soutenue par le Rwanda, les autres sont une force qui vient en appui au FRDC. La question que l'on se pose dans tous ces pourparlers de Luanda ou de Nairobi, le M23
sont-ils représentés? Nous comprenons le patriotisme du régime actuel qui avait juré de ne pas négocier avec les rebelles. Pourquoi alors le pays n'est pas en mesure d'engager les moyens pour mettre fin à ce mouvement rebelle? C'est la préoccupation de Jadot. Professeur, qu'est-ce qu'il faut pour que, parce que puisque nous parlons du processus de Luanda, pour que les choses soient concrètes, qu'est-ce qu'il faut pour que le processus de Luanda ait un impact réel? Je ne sais pas ce que vous appelez l'impact réel, parce que je voudrais que nous puissions transcender les émotions, que nous puissions comprendre les points de divergence de départ. Je vais le rappeler si vous le voulez. La RDC a demandé qu'il y ait d'abord retrait des troupes rwandaises avant de discuter des questions liées au point de divergence. Retrait des troupes rwandaises, retrait de M23 et ensuite dialoguer sur ce qui en aurait lieu. Tandis que pour la partie rwandaise, il faudrait d'abord combattre le FDLR, ensuite obtenir le retrait de troupes rwandaises. Donc il y a déjà eu des éléments, des points de divergence au départ. Et le processus en lui devrait nous donner assez de lisibilité sur comment on évolue ou comment il y a du piétinement ou il y a du recul par rapport au point de divergence de départ décliné à la première réunion ministérielle tenue en mars dernier. À ce jour, il y a lieu de constater qu'il n'y a pas assez d'avancée, puisque les partis restent campés en réalité, chacune sur ses positions. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que je vous ai dit, madame, il y a des pesanteurs au niveau international. Parce que la France est très impliquée dans les termes du processus de Luanda, et la France avait, malheureusement, le 30 avril, donné le temps sur le fait qu'il fallait concomitamment parvenir à la neutralisation des FDLR d'une part, et au retrait des troupes rwandaises et du M23 d'autre part. D'ailleurs, du point de vue narratif, et ce n'est pas à minimiser, le Rwanda ne parle pas de désengagement. Le Rwanda parle de la levée des mesures défensives. Donc, la compréhension rwandaise du problème est différente de notre lecture, et pour que nous puissions avancer du point de vue technique, il nous faudrait non seulement considérer ce que nous pensons du problème, mais également ce que l'ennemi pense du problème et comment nous pouvons intégrer dans notre argumentaire les faiblesses de la position de l'ennemi pour développer un argumentaire susceptible de les réduire à couillat. À ce niveau, il me semble qu'il y a des problèmes. Maintenant, nous nous attendons à quoi la prochaine réunion? C'est un accord sur la neutralisation des FDLR. Au niveau conceptuel, madame, il y a un problème. Neutraliser les FDLR, ce n'est pas les éradiquer. Il y a eu dans le passé plusieurs tentatives de neutralisation des FDLR dont le résultat était plus ou moins satisfaisant, mais après, on a vu les FDLR renforcés. Donc l'objectif devrait plutôt consister, l'ambition, non pas à neutraliser les FDLR, mais plutôt à les éradiquer. Or, nous n'avons pas le même entendement des FDLR. Comment allons-nous, au niveau opérationnel, mener les opérations de manière satisfaisante tant que nous n'avons pas la même compréhension de ce qui devrait consister notre cible commune? Et donc, au niveau politique, je me dis, il n'y a pas grand-chose à attendre. Maintenant, d'où pourrait-nous parvenir, d'où nous viendrait la bouffée d'oxygène? C'est ça votre préoccupation. Je pense qu'il faudrait peut-être, en plus du processus de Luanda, ou peut-être il faut inscrire le processus de Luanda dans un cadre plus large. C'est-à-dire? Je vois deux cadres ici. Il y a notamment l'accord cadre d'Addis Abeba. Il y a également la CIRGL. Pourquoi? Puisque la CIRGL dispose d'un pacte de sécurité collective en vertu duquel, lorsque un pays a des problèmes sécuritaires, ça devrait appeler à la solidarité régionale. Puisque au niveau bilatéral, on n'arrive pas à se parler. Et l'Angola, d'ailleurs, qui assure la présidence de la CIRGL, n'arrive pas à faire avancer le processus. Idéalement, on peut convoquer un sommet de la CIRGL pour en discuter. Le cadre sera plus large et les discussions pourraient permettre de faire avancer le processus.
Par ailleurs, il y a l'accord cadre d'Addis Abeba. Puisque, madame, c'est vrai, il y a des problèmes. Essayez de vous résumer, professeur, nous sommes à la fin de l'émission. Il y a des problèmes externes, hein, mais nous devons aussi reconnaître que nous avons nos mauvaisetés au niveau de la gouvernance structurelle. Donc, en même temps que nous devons faire face à la guerre, en même temps, nous devons mener une autre guerre à l'interne liée à l'amélioration de la gouvernance à divers niveaux. Merci, professeur Martin Ziakwaou, docteur en relations internationales et professeur d'université, chercheur sur les dynamiques sécuritaires dans l'Est de la RDC, auteur de l'ouvrage Accord cadre d'Addis Abeba portée et incidence sur la RDC. Achille Kapanga, avocat et analyste indépendant, expert dans le domaine de la sécurité. Qu'est-ce que vous faites comme proposition pour qu'on sente du concret sur les terrains? C'est vrai qu'il y a des réunions, on signe des accords, mais sur le terrain, la guerre se poursuit. Les populations sont en train d'être massacrées. Il y a la crise humanitaire. Au fait, je pense que ma lecture est simple. Je vais rentrer sur les 3 dimensions qu'on vient de dire le professeur. Moi, je dis qu'il y a la dimension internationale sur laquelle nous devons jouer. Qu'est-ce que Kagame vaut pour les étrangers que nous ne pouvons pas valoir? Il a quoi de spécial que nous n'avons pas? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est la question sous-régionale. Comme l'a dit CRG et consorts. Mais moi, je voulais ajouter un aspect très important. Beaucoup de pays africains, surtout de l'Est, sont des hypocrites. On a vu Museveni, on a vu Kagame, on a vu la Tanzanie, tout le monde. Ils sont hypocrites. Ils ne sont pas vraiment prêts à accompagner avec cette sécurité la RDC. Donc là, nous devons beaucoup plus jouer avec d'autres États ou bien d'autres organisations sous-régionales et régionales qui peuvent faire mieux que ce qu'il a dit là-bas. Et au troisième niveau, je l'ai toujours répété et décrier les irrégularités, les antivaleurs au sein de notre gouvernance, madame. Donc ce sont des questions très importantes. Surtout quand vous devez encore voir avec le budget qu'on a pu voter aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a prévu pour l'amélioration des conditions de ces militaires, de ces policiers et consorts? Ce sont eux qui combattent. On a prévu quoi d'amélioration? Donc, je ne voudrais pas dire beaucoup, puisqu'il ne faut pas que le budget soit comme un papa qui a acheté 1 kilo de viande pour sa famille, et quand on veut manger, il veut qu'à lui on donne 900 grammes, alors que la maman et les enfants n'auront que 100 grammes. Alors, imaginez-vous, vous voulez, en tant que gouvernement, institution, prendre du coup vous-même 900 grammes, alors que vous avez un seul kilo de viande. Les enfants vont manger seulement les os. Alors quand les enfants vont continuer à manger les os, leur sort sera comment? Ils sont de quoi chocor et leur santé ne sera pas bonne. Donc nous devons réfléchir dans le cadre d'améliorer la gouvernance et surtout le respect de nos textes légaux qui régissent notre République. Il y en a beaucoup, malheureusement les textes n'ont jamais été respectés, madame. Henri Pacifique Maëla, coordonnateur du baromètre sécuritaire du Kivu, votre conclusion? Alors, ma conclusion s'inscrit toujours dans le cadre où nous devrions prioritairement compter sur nos propres efforts. Et là, je m'en vais saluer la posture de notre politique étrangère aujourd'hui, parce que avoir quand même un accord déséquilibré où le Congo devrait prendre en charge la neutralisation des FDLR face à un compromis où le Rwanda nous donner une formulation ambiguë sur la réduction de mécanismes de défense aurait simplement été une posture nauséabonde. Nous n'en sommes plus là. Là, nous pensons que la priorité devrait être accordée à obtenir ce processus de paix, comme le soulevait, de ne pas éparpiller nos ressources, surtout pour ce qui concerne les réformes du secteur de la sécurité.